Au Royaume-Uni, la succession de Keir Starmer à Downing Street semble se préciser. Andy Burnham est désormais seul en lice pour prendre la tête du Parti travailliste. La Russie instaure une interdiction des exportations de diesel afin d'atténuer l'impact d'une crise énergétique qui s'aggrave. Au Royaume-Uni, la succession de Keir Starmer à Downing Street semble se préciser. Après le retrait de la candidature d'Al Cairns, son dernier rival potentiel, le député Andy Burnham est désormais seul en lice pour prendre la tête du Parti travailliste. L'ancien maire de Manchester bénéficie d'ores et déjà du soutien total d'Al Cairns, qui a appelé les autres membres du Parti travailliste à se rallier à son tour. Si aucun candidat ne se déclare avant la date butoir du 15 juillet, Andy Burnham sera officiellement investi à la tête du Parti travailliste et sera dans la foulée automatiquement désigné Premier ministre. De nombreux défis attendent déjà celui qui s'apprête à devenir le 7e dirigeant britannique en une décennie. Celui-ci devra composer avec un paysage politique profondément fragmenté et instable depuis le Brexit, ainsi qu'à une économie confrontée à de fortes difficultés. C'est un sommet de l'OTAN particulièrement suivi qui vient de s'achever ce mercredi à Ankara. Après 5 ans de guerre sur le continent européen, 2 ans de tensions au Proche-Orient et une Maison-Blanche imprévisible, l'heure est venue pour l'Europe de prouver qu'elle prend sa propre défense au sérieux. Lors du Forum de l'industrie de la défense qui s'est tenu mardi, les alliés européens ont annoncé des contrats d'une valeur de 43 milliards d'euros pour la production et l'acquisition d'équipements de défense, couvrant notamment des sous-marins, des systèmes de défense antimissiles patriotes, des intercepteurs et des munitions. Le tout présenté comme la preuve que l'Alliance est sur la bonne voie de consacrer 5% de son PIB à la défense d'ici à 2035. Parmi les annonces phares figurait la décision de l'OTAN de choisir la société suédoise Saab pour fabriquer des avions de surveillance destinés à remplacer le système aéroporté d'alerte et de contrôle AWACS, actuellement exploité avec des appareils américains de Boeing. Pour autant, la domination américaine au sein de l'OTAN est loin d'être terminée. Comme l'a souligné l'agence de consulting Rasmussen Global dans son compte-rendu sur le sommet, l'européanisation de l'Alliance ne deviendra réalité que si ses membres remplacent les moyens stratégiques de l'OTAN par des outils européens. Cela inclut, selon elle, des infrastructures militaires fondamentales pour relier les soldats et les moyens de l'ensemble de l'Alliance, notamment le code temporel par satellite, la navigation et les frappes de précision. La Russie instaure une interdiction des exportations de diesel afin d'atténuer l'impact d'une crise énergétique qui s'aggrave. La pénurie se dessine dans le pays, déclenchée par les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques. Le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, déclare que cette mesure permettra au pays d'augmenter l'approvisionnement national pour le mois de juillet. D'autres mesures sont également mises en place, comme l'augmentation de la production des raffineries en état de marche et le report d'opérations de maintenance. Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses attaques contre le secteur énergétique russe, en ciblant notamment les installations pétrolières. Les perturbations d'approvisionnement, en plein cœur de l'été où le secteur agricole nécessite un afflux de carburant, entraînent des pénuries et des hausses de prix. Selon un compte de l'AFP, près de 90% des provinces russes ont connu un rationnement ou des pénuries depuis le mois de juin. Le sommet de l'OTAN à Ankara a été conçu sur mesure pour Donald Trump, a déclaré à Euronews Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, au lendemain de la clôture de l'événement. Selon lui, le sommet s'est mieux terminé qu'il n'avait commencé, le président américain ayant déclaré que son pays resterait au sein de l'Alliance et s'engagerait à respecter l'article 5 sur la défense collective. The summit was designed, of course, to be a Trump-pleasing summit by showing that the responsibility for NATO is moving both financially and militarily onto Europe. Et les Européens sont venus avec de bonnes nouvelles pour Donald Trump. L'Europe et le Canada ont augmenté leurs dépenses de défense de 11% au cours de l'année écoulée, avec 250 milliards de dollars supplémentaires consacrés au budget militaire au cours des 2 dernières années. Les 32 États membres de l'OTAN se sont également engagés à consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici à 2035. Mais pour Jamie Shea, la route vers une défense collective efficace est encore longue.
The US Secretary of War, Pete Hegseth, announced a number of significant reductions in US contributions to the NATO full structure. Only one aircraft carrier now instead of two, one strategic bomber instead of two, far fewer drones, far fewer fighter aircraft. And Europe has had to scramble to sort of find in its own arsenals those capabilities to replace the US. Bien que les États-Unis continuent d'assurer la dissuasion nucléaire pour l'Europe et restent au sein de la structure de commandement, Jamie Shea affirme que les Alliés s'orientent vers un OTAN 3.0, une alliance dirigée, financée, dotée de ressources et gérée par les Européens, qui seront en première ligne. La colère gronde chez Volkswagen. Des milliers de salariés se sont rassemblés ce jeudi devant plusieurs usines allemandes pour dénoncer un plan social d'une ampleur sans précédent. Les syndicats promettent un bras de fer avec la direction et mettent en garde contre un conflit social majeur. Le premier constructeur automobile européen envisage de supprimer jusqu'à 100 000 emplois dans le monde et de fermer 4 sites de production, soit près de 16% de ses effectifs. Une restructuration qui pourrait devenir la plus importante jamais engagée dans l'industrie automobile. Le groupe, qui réunit notamment Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche, fait face à une accumulation de difficultés, les droits de douane américains, le ralentissement du marché des véhicules électriques et surtout la concurrence de plus en plus agressive des constructeurs chinois. Volkswagen avait pourtant déjà conclu un accord avec les syndicats fin 2024, prévoyant 50 000 suppressions de postes en Allemagne d'ici à 2030, en échange du maintien de toutes les usines du pays jusqu'à la fin de la décennie. Les nouvelles annonces remettent aujourd'hui cet équilibre en question et font craindre une confrontation sociale d'une ampleur inédite. L'euro numérique franchit une nouvelle étape. Réunis à Strasbourg, les eurodéputés ont donné leur feu vert à l'ouverture des négociations finales avec les gouvernements des États membres sur la création de cette nouvelle monnaie électronique. L'objectif est de mettre en place une version numérique de l'euro directement émise et garantie par la Banque centrale européenne. Celle-ci ne remplacerait pas les pièces et les billets, ni les comptes bancaires traditionnels, mais viendrait les compléter en offrant un nouveau moyen de paiement accessible à tous. Dans ce système, la BCE fournirait l'infrastructure technique, tandis que les banques et les prestataires de services de paiement resteraient les interlocuteurs des particuliers et des entreprises. Les discussions qui s'ouvrent s'annoncent toutefois délicates. Le principal point de blocage concerne le modèle économique du dispositif. Les États devront notamment s'entendre sur la rémunération des banques et les autres acteurs financiers chargés de distribuer cet euro numérique, ainsi que sur les modalités de financement de ces nouveaux services. Un accord entre le Parlement et les États membres sera indispensable avant tout lancement officiel de l'euro numérique, possiblement en 2029. Un important réseau international de contrebande de tabac a été démantelé en Espagne lors d'une vaste opération menée avec le soutien d'Europol et de l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF. Les enquêteurs ont mis fin aux activités de 2 organisations criminelles soupçonnées de produire, distribuer et écouler des cigarettes contrefaites dans plusieurs pays européens. Selon l'OLAF, ce trafic représentait un marché illégal estimé à près de 10 millions d'euros. Le mois dernier, les forces de l'ordre ont mené 23 perquisitions dans plusieurs provinces espagnoles, ciblant des entrepôts, des locaux commerciaux et des domiciles. Les saisies sont impressionnantes, 20 millions de cigarettes, plus de 38 tonnes de feuilles et de tabac transformés, des machines de fabrication, 18 véhicules, des appareils de communication chiffrés et 170 000 euros en espèces, ainsi que plusieurs armes à feu. 50 personnes ont été arrêtées, dont 2 suspects remis aux autorités polonaises dans le cadre de l'enquête. Ce type de trafic alimente les réseaux du crime organisé tout en privant les États de recettes fiscales considérables. Le directeur de l'OLAF, Peter Clement, a souligné que les cigarettes de contrebande présentent souvent des risques sanitaires encore plus élevés que les produits légaux, leur fabrication échappant à tout contrôle de qualité. L'icône des années 80, Bonnie Tyler, s'est éteinte jeudi à l'âge de 75 ans à la suite d'une maladie. La chanteuse galloise à la crinière blonde et la célèbre voix éraillée laissent derrière elle un répertoire de tubes internationaux, parmi lesquels Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache ou encore Holding Out for a Hero. Son timbre rocailleux, devenu sa signature, était la conséquence d'une intervention chirurgicale destinée à retirer des nodules sur ses cordes vocales. Installée depuis plusieurs années à Faro, dans le sud du Portugal, Bonnie Tyler avait été hospitalisée en mai dernier pour une intervention intestinale d'urgence, après de violentes douleurs abdominales et dorsales. Des complications et une infection grave avaient alors conduit à son placement en coma artificiel. Sortie du coma le mois dernier, l'artiste était toutefois resté en soins intensifs.
Son état l'avait contrainte à annuler sa tournée prévue cet été et à reporter l'ensemble de ses concerts. Au cœur de la campagne espagnole, dans la province de Badajoz, située dans le sud-ouest du pays, une importante découverte archéologique tartésienne datant d'environ 2500 ans a été faite. Casa del Truñuelo es un edificio monumental que se sitúa en las Vegas Altas del Guadiana. Es un edificio enteramente construido en tierra que al final de su vida fue sepultado por aquellas personas que lo habitaron. La découverte principale est un char en bronze dont la moitié a pu être récupérée. L'objet présente un décor bien conservé sur lequel figure une divinité fluviale et 2 griffons, des créatures mythologiques à tête d'aigle et au corps de lion. De plus, aux extrémités sont sculptées 2 figures humaines faisant office de pieds sur lesquelles reposent 2 roues. La pièce est très bien conservée bien qu'elle soit en bronze. Elle a été assemblée avec du fer et a probablement été fabriquée en Grèce ou en Étrurie. Il faut désormais attendre les résultats d'analyse pour pouvoir déterminer sa provenance et la période de sa fabrication. El hallazgo de parte de un carro de bronce, posiblemente de procedencia etrusca. La funcionalidad del carro está muy relacionada con los elementos rituales o con las actividades rituales que se desempeñan en Casa del Truñuelo, fundamentalmente con los banquetes, que es un gran testimonio del banquete final que celebra la comunidad antes de clausurar por completo el edificio. En dehors du char, ces fouilles archéologiques ont permis de découvrir d'autres objets, comme des braseros en bronze, ainsi que plus de 200 fragments d'ivoire. Ahora nos estamos acercando al conocimiento de Tartésico a partir de una cápsula del tiempo que ha permanecido, bueno, pues todos estos siglos esperándonos para que nosotros vengamos a descubrirla.